J'ai dit non pour garder les enfants de mon frère, alors il les a mis dans un taxi à mon adresse. Sauf que le chauffeur s'est trompé. 3 jours plus tard, j'ai reçu l'appel qui a détruit sa vie. Salut la communauté. Mon frère a essayé de me forcer à garder ses enfants en les expédiant à mon appartement en taxi après que j'ai explicitement dit non. Le chauffeur les a livrés à la mauvaise adresse. 3 jours plus tard, quand Thomas a enfin pris de leurs nouvelles, tout a implosé. Ce qui a suivi a été la destruction familiale la plus totale que j'ai jamais vue, alors accrochez-vous bien. Je m'appelle Nathalie, j'ai 32 ans, et j'ai appris quelque chose de crucial à mon âge. Certaines personnes croient sincèrement que les liens du sang leur donnent un accès illimité à votre temps, votre énergie et votre santé mentale. Mon frère Thomas, 35 ans, était l'incarnation même de cette illusion. Pour vous donner un peu de contexte, je suis rédactrice technique indépendante, spécialisée dans la documentation logicielle et les manuels d'utilisation. La paix est solide, j'ai très bien gagné ma vie l'année dernière, et mes horaires sont flexibles. Je ne rends de compte à personne, sauf aux dates limites et à des clients qui respectent les frontières professionnelles. J'ai bâti cette carrière à partir de rien après 6 ans dans l'enfer du salariat, et je protège mon temps comme s'il était en platine. Ma semaine type se compose de réunions avec les clients, de projets de rédaction et de visites occasionnelles sur site pour comprendre un logiciel avant d'écrire dessus. C'est un travail exigeant qui demande de la concentration et zéro interruption. On ne peut pas rédiger une documentation technique cohérente tout en surveillant des bambins qui détruisent votre appartement. Thomas, pendant ce temps, est directeur commercial régional pour un distributeur pharmaceutique. Il gagne bien sa vie, probablement autour de 80 000 € par an avec les primes, il a 2 enfants avec sa femme, Vanessa, et s'est convaincu que les défis de sa vie deviennent automatiquement l'urgence de tout le monde. Plus précisément, mon urgence, toujours la mienne, jamais celle de quelqu'un d'autre. Voyez-vous, Thomas avait cette vision du monde où ses problèmes comptaient plus parce qu'il avait des enfants. Les célibataires, surtout les femmes célibataires, ne faisaient que cela couler douce avec un temps libre infini et zéro responsabilité réelle. Dans son esprit, je passais mon temps à me tourner les pouces entre 2 contrats, attendant désespérément une occasion de me sentir utile en servant sa famille. Les demandes de babysitting ont commencé innocemment il y a environ 4 ans, juste après la naissance de Léo. Dis, Nat, tu peux garder les petits quelques heures. Vanessa a un rendez-vous postpartum et j'ai une réunion cruciale. D'accord, pourquoi pas. Je suis la tante. Ce sont des enfants adorables. Quelques heures ne vont pas me tuer. La famille, c'est fait pour s'entraider, non? Mais les demandes ont cette fâcheuse habitude de proliférer comme de la moisissure dans une cave humide. Quelques heures sont devenues des journées entières. Les journées entières sont devenues des week-ends. Les week-ends sont devenus des urgences qui, mystérieusement, se produisaient 1 semaine sur 2 avec un timing étrangement pratique. Les limites ont été repoussées si progressivement que je ne m'en suis pas rendu compte avant de me retrouver avec un 2e travail non rémunéré. J'ai commencé à noter les schémas récurrents vers la 2e année. Thomas m'envoyait un texto pour demander de l'aide le vendredi après-midi, toujours après que j'ai mentionné mes plans pour le week-end lors des dîners de famille. Vanessa m'appelait pendant mes heures de travail déclarées pour me demander si je pouvais, juste passer, garder les enfants en plein milieu d'une échéance de projet crucial. Il débarquait à l'improviste avec des valises et des lits parapluies comme si j'avais déjà accepté une garde de plusieurs jours. La manipulation était sophistiquée. Ils présentaient leurs demandes comme des besoins désespérés de dernière minute, mais je découvrais plus tard que tout était planifié des semaines à l'avance. Thomas mentionnait des voyages d'affaires surprises qui se révélaient être des week-ends de golf avec des clients. Les rendez-vous d'urgence de Vanessa étaient des journées au spa avec des amis. Aucun d'eux ne prenait la peine de mentir de manière convaincante, car ils supposaient que je ne remettrais jamais en question la famille. Mon ami Jordan, qui travaillait dans le même pôle médical que celui des soi-disant rendez-vous de Vanessa, a fini par confirmer ce que je soupçonnais, la moitié de ces visites médicales d'urgence étaient en fait des réservations pour des massages en couple et des dégustations de vin. Il m'utilisait comme une garderie gratuite en prétendant que c'était une nécessité médicale. Le summum de l'abus a été atteint il y a environ 6 mois. Dîner de Noël chez nos parents. Toute la famille réunie autour de la table. Je mentionne que je suis débordé par un projet majeur pour un gros client allemand dans l'automobile. 6 semaines de délai. Des manuels techniques pour leur nouveau logiciel de diagnostic. Un contrat énorme qui pourrait en amener d'autres. Thomas lève à peine les yeux de son assiette. C'est cool. Dis,
Vanessa et moi pensions faire une croisière pour notre anniversaire en janvier. 2 semaines dans les Caraïbes. Tu pourrais garder Lily et Léo, non? L'école a repris, donc tu as juste à les déposer et à les récupérer. Il ne demandait pas, il annonçait, comme s'il avait déjà tout réservé. Non, dis-je simplement. Tout le monde s'est tu. À leur réaction, on aurait dit que j'avais annoncé rejoindre une secte. Comment ça, non, a demandé ma mère, avec ce ton si particulier qu'elle utilise quand quelqu'un enfreint les règles familiales non écrites. Je veux dire, je ne suis pas disponible. Je serai en train de finir ce projet automobile et de commencer un autre contrat juste après. Thomas a ri comme si j'avais raconté une blague. Allez, Nat. Tu travailles de la maison. Tu peux bien écrire et surveiller les enfants en même temps. C'est ce que les gens qui n'ont jamais fait de travail créatif ou technique exigeant croient sincèrement, que vous pouvez simultanément produire une documentation complexe nécessitant recherche, précision et concentration tout en empêchant de jeunes enfants de jouer avec les prises électriques et en nettoyant les jus de fruits renversés. Non, je ne peux pas, ai-je répondu. Et je ne suis pas disponible. Vanessa est alors intervenue, sa voix douce mais sous-tendue d'acier. On a vraiment besoin de ce voyage. Notre thérapie de couple nous a suggéré de nous reconnecter en tant que couple. Tu ne veux pas qu'on reste ensemble pour les enfants? Utiliser la stabilité de leur mariage comme levier émotionnel. Une stratégie audacieuse. Vous avez 2 mois pour trouver une solution de garde, ai-je dit. Je suis sûr que vous allez trouver quelque chose. Le dîner est devenu glacial après ça. Mon père a essayé de changer de sujet. Ma mère me lançait des regards déçus. Thomas et Vanessa chuchotaient entre eux, me jetant des coups d'œil. Ils s'attendaient à un accord facile et étaient visiblement déstabilisés par une véritable résistance. La campagne de culpabilisation a commencé le lendemain. SMS de ma mère, ton frère a vraiment besoin de ça. Tu ne peux pas être flexible, juste pour cette fois. SMS de mon père, dans une famille, on fait des sacrifices les uns pour les autres. C'est comme ça. SMS de Thomas, sérieusement, tu vas laisser mon mariage s'effondrer parce que tu ne peux pas prendre 2 semaines? Je n'ai répondu à aucun d'eux. C'est là qu'ils sont passés en mode manipulation totale. Vanessa a appelé en pleurant, disant que leur relation partait en morceaux, qu'ils avaient déjà réservé la croisière en se basant sur mon accord implicite des gardes précédentes, que j'étais cruel et égoïste. Thomas a envoyé de longs paragraphes sur l'obligation familiale, sur le fait que certaines personnes donnaient la priorité à leurs proches tandis que d'autres ne se souciaient que de l'argent et du travail. Le truc, c'est que j'avais entendu des variations de ce scénario des dizaines de fois. Leur manuel de manipulation émotionnelle commençait à être usé. Pleurer sur les problèmes de couple. Insinuer que je suis égoïste. Suggérer qu'une vraie famille transformerait leur mauvaise planification en mon urgence. Et rebelote. Je les ai bloqués tous les 2 pendant une semaine juste pour avoir la paix. Quand je les ai débloqués, ils semblaient avoir compris le message. Du moins, c'est ce que je pensais. Les textos ont cessé. Les tentatives de culpabilisation aussi. J'ai supposé qu'ils avaient trouvé une autre solution de garde ou annulé leur voyage. J'aurais dû me méfier. 3 semaines avant mes vacances prévues, j'ai envoyé un message dans le groupe de discussion familiale. Juste pour confirmer, je suis complètement en vacances du 15 au 22 mars. Je finis mes projets en avance et je prends ma première vraie pause en 18 mois. Mon téléphone sera en silencieux sauf pour les urgences. Hâte de ne rien faire du tout. Communication claire, limites explicites, préavis suffisant, tout ce qu'on est censé faire. Thomas a répondu avec un emoji pouce levé. Vanessa a envoyé « Amuse-toi bien ». Ma mère a répondu qu'on déjeunerait ensemble à mon retour. Tout semblait normal et raisonnable. La semaine précédant mes vacances est arrivée à point nommé. J'ai bouclé 2 gros projets, envoyé mes factures, configuré des réponses automatiques, vidé mon agenda. J'avais tout un programme, dormir jusqu'à midi, lire les livres que j'accumulais depuis des mois, cuisiner des repas élaborés, bref, hiberner comme un ours avec une bonne connexion Wi-Fi. 3 jours avant le début de mes vacances, le lundi d'avant, Thomas a appelé. J'ai failli ne pas répondre car j'étais en pleine relecture finale avec un client, mais le moment semblait choisi. Salut, a-t-il commencé, d'un ton beaucoup trop désinvolte. Alors, Vanessa et moi avons arrangé les choses. On a décidé de faire ce voyage dont on parlait. On pense partir jeudi et revenir le dimanche suivant.
Les enfants peuvent rester chez toi, non? Puisque tu es libre de toute façon. Mon cerveau a fait une sorte de pause bizarre où je ne pouvais littéralement pas traiter ce que je venais d'entendre, comme s'il avait parlé une autre langue ou dit quelque chose de si absurde que mes centres de compréhension se sont éteints. Non, ai-je dit quand ma fonction de parole a redémarré. Quoi? Je ne les garde pas. J'ai des projets. Des projets? Allez, Nat. Tu viens littéralement de dire à tout le monde que tu restais à la maison à ne rien faire. Ce n'est pas comme si tu partais quelque part. C'est le truc avec les gens comme Thomas. Ils entendent vos plans, même ceux explicitement énoncés, et les dégradent immédiatement au rang de « rien » si ces plans interfèrent avec leurs convenances. Rester à la maison pour les vacances signifie que rien d'important ne se passe. Travailler de la maison signifie que vous êtes disponible à tout moment. Être célibataire signifie que votre temps a automatiquement moins de valeur que le leur. Peu importe quels sont mes projets, ai-je répondu, en faisant de gros efforts pour garder une voix calme. La réponse est non. J'ai envoyé ce rappel il y a 3 semaines spécifiquement pour que tout le monde sache que je n'étais pas disponible. Tu es ridicule. Ce sont ta nièce et ton neveu. Tu n'as pas envie de passer du temps avec eux? Avoir envie et être disponible sont 2 choses très différentes. Ce sont mes vacances, mon temps libre. Un temps que je prends spécifiquement pour n'être responsable de personne d'autre. La conversation a dégénéré de manière prévisible. J'étais égoïste. Est-ce que je ne me souciais pas de leur mariage? Est-ce que je ne voulais pas passer de temps avec ma nièce et mon neveu? Quand est-ce que j'allais arrêter d'être si égocentrique et commencer à agir comme un membre de la famille? Je l'ai laissé finir sa crise de colère, comptant mentalement jusqu'à 10 avant de répondre, Thomas, je les ai gardés environ 60 fois ces 2 dernières années. J'ai annulé des projets, réorganisé mon travail, sacrifié des week-ends. Je ne suis pas égoïste. Je suis indisponible. Ce sont 2 choses différentes. C'est différent. C'est important. Mes vacances sont importantes pour moi. C'est une semaine, Nathalie. Une semaine pour aider ton frère à sauver son mariage. Voilà la formule de manipulation que Thomas utilisait toujours. Transformer sa mauvaise planification en ma défaillance morale. Positionner chaque demande comme une crise que seul moi pouvais résoudre. Présenter tout refus comme si je choisissais l'égoïsme plutôt que l'amour familial. Ça avait marché des dizaines de fois auparavant parce que je n'avais pas reconnu le schéma. La réponse est non, ai-je répété. Trouvez une autre solution de garde. Vous avez 3 jours. Très bien, très bien. N'aide pas. On verra bien si quelqu'un t'aide le jour où tu auras besoin de quelque chose. Il a raccroché. Ça, c'était lundi. Le mardi après-midi, la campagne de culpabilisation s'est transformée en manipulation de haut vol. SMS de Vanessa, je n'arrive pas à croire que tu laisses notre mariage s'effondrer pour une semaine. On a déjà payé la croisière. Non remboursable. Thomas m'avait dit que tu avais accepté d'aider. SMS de ma mère, ton frère est vraiment mal en ce moment. Leur mariage est en difficulté et ils ont besoin de ce temps ensemble. Tu ne peux pas être flexible? SMS de mon père, déçu par ton attitude dernièrement. Dans une famille, on fait des sacrifices les uns pour les autres. C'est comme ça. SMS de Thomas, de longs paragraphes sur le fait qu'il avait toujours été là pour moi, aucune preuve à l'appui. Sur le fait que certaines personnes donnaient la priorité à leurs proches tandis que d'autres ne se souciaient que d'elles-mêmes. Sur le fait que quand j'aurai des enfants, je comprendrai ce qu'est une vraie responsabilité. La conversation de groupe est devenue moche. Thomas a posté un long message sur le fait que le mariage demande du travail, que les couples ont besoin du soutien de leur famille, et qu'il était triste que certaines personnes accordent plus de valeur à leur temps seul qu'à aider des proches dans le besoin. Il ne m'a jamais nommé directement, mais tout le monde connaissait la cible. Je n'ai répondu à rien de tout ça. Ni aux textos, ni aux appels, ni aux messages passifs-agressifs du groupe de discussion. Répondre n'aurait fait que jeter de l'huile sur le feu. Certaines personnes prennent le silence pour de la faiblesse ou de la culpabilité. Elles pensent que si elles insistent assez fort en appuyant sur les bons boutons émotionnels, vous finirez par céder. Thomas était sur le point d'apprendre une leçon très coûteuse sur les suppositions. Le mercredi s'est passé tranquillement. Trop tranquillement. Les textos ont cessé. Les appels aussi. J'ai pensé qu'ils avaient soit trouvé une autre solution de garde, soit annulé leur voyage. C'était logique. 3 jours,
ce n'est pas beaucoup de temps pour organiser un plan B. Le jeudi matin, premier jour officiel de mes glorieuses vacances, je me suis réveillé naturellement vers 9 heures. Pas de réveil, pas d'obligations immédiates, pas de mets urgents de clients. Je me suis préparé un petit déjeuner élaboré en prenant vraiment le temps de le savourer. J'ai installé mon coin lecture avec une pile de livres que j'avais accumulés. J'ai allumé des bougies. Mis mon téléphone en mode ne pas déranger, sauf pour la liste des favoris. C'était ça. C'était la paix pour laquelle j'avais travaillé sans relâche pendant 18 mois. 7 jours de rien de productif et zéro culpabilité à ce sujet. Ce que j'ignorais, c'est que quelque part à travers la ville, ce même jeudi matin, Thomas avait atteint son point de rupture avec le concept du non. Il a décidé que si je n'allais pas aider de mon plein gré, il allait simplement forcer les choses par la seule force de sa volonté et une résolution de problèmes créative. Son plan était simple, de cette manière si particulière que les mauvais plans ont de paraître simples à leur créateur. Il mettrait les enfants dans un taxi, les enverrait à mon adresse, et au moment où ils arriveraient, je serais bien obligé de les prendre. On ne peut pas vraiment renvoyer des enfants qui se tiennent à votre porte. Mission accomplie. Résistance vaincue. Thomas gagne encore. Il a appelé un taxi vers 9 heures le jeudi matin. Il a mis Lily, 7 ans, et Léo, 5 ans, sur la banquette arrière avec un petit sac de voyage contenant un minimum de vêtements, quelques snacks et leurs peluches préférées. Il a donné au chauffeur mon adresse, ou ce qu'il pensait être mon adresse, et des instructions explicites pour les emmener à l'appartement 3B. Il a payé le chauffeur un supplément pour s'assurer que les enfants arrivent sains et saufs à la porte. Pas de mots, pas de textos, pas d'appel à moi. Juste expédiés comme des colis Amazon, en supposant qu'ils arriveraient, seraient acceptés, et que tout le monde passerait à autre chose. Dans l'esprit de Thomas, c'était une résolution de problème intelligente. Forcer la situation, éliminer mon choix, affirmer son besoin comme plus important que mes limites. Mais c'est là que le plan magistral de Thomas a connu son premier accroc catastrophique. Il s'est trompé d'adresse. J'habite au 47 bis rue de la Villette, appartement 3B, dans le 3e arrondissement de Lyon. Il a dit au chauffeur, 74 avenue Paul Santi, une inversion de chiffres qui mène à une rue complètement différente dans un quartier totalement différent, à environ 6 km de là, dans le 8e arrondissement. Le chauffeur de taxi, soit par sa propre erreur, soit à cause des instructions peu claires de Thomas, ou simplement par malchance, a entré cette information dans son GPS. Il n'a jamais remis en question, n'a jamais appelé pour confirmer, n'a jamais pensé à vérifier qu'il déposait de jeunes enfants au bon endroit. Il a juste suivi le GPS jusqu'au 74 avenue Paul Santi et s'est garé sur le trottoir. Il y avait là une petite maison avec un jardin soigné et une femme qui jardinait. Le chauffeur a supposé que c'était le bon endroit. La maison correspondait à la description du quartier que Thomas avait probablement donné. Il a fait sortir les enfants, les a accompagnés jusqu'au trottoir, s'est assuré qu'ils avaient leur sac, puis est reparti pour sa prochaine course. Il les a juste laissés là, sur un trottoir au hasard, devant la maison d'une inconnue. La femme qui jardinait s'appelait Hélène. Une institutrice à la retraite, vivant seule dans la maison qu'elle possédait depuis 40 ans. Elle a levé les yeux de ses rosiers pour trouver 2 petits-enfants debout sur son trottoir, l'air confus et effrayé. Un petit sac entre eux. Sa première pensée fut qu'ils étaient les petits-enfants de voisins qui s'étaient trompés de maison par erreur. Ça arrivait parfois dans le lotissement. Les enfants confondaient les adresses, le GPS envoyait les gens à des numéros similaires. Elle a pensé que leurs parents ou tuteurs étaient tout près et réaliseraient l'erreur d'une minute à l'autre, mais personne n'est venu. Lily et Léo sont restés là, incertains. Lily, ayant 7 ans et étant la grande sœur responsable, n'arrêtait pas de dire qu'ils devaient aller chez leur tatie Nathalie, mais elle ne connaissait ni l'adresse exacte, ni mon nom de famille, ni mon numéro de téléphone. Léo serrait juste son dinosaure en peluche et avait l'air sur le point de pleurer. Hélène a fait ce que les gens bienveillants font lorsque des enfants perdus apparaissent. Elle s'est approchée lentement, a parlé doucement, leur a demandé s'ils étaient perdus. Les 2 enfants ont hoché la tête. Elle leur a demandé s'ils connaissaient le numéro de téléphone de leurs parents. Lily a récité un numéro qui s'est avéré être la ligne de bureau de Thomas, déconnecté car il avait changé de travail 6 mois plus tôt. Hélène les a fait entrer, leur a donné des briquettes de jus et des biscuits, a allumé les dessins animés. Elle a appelé le numéro que Lily avait donné mais est tombée sur le message automatique de déconnexion. Elle a essayé de chercher Nathalie dans l'annuaire local, mais il y en avait des centaines. Les enfants ne se souvenaient pas de mon nom de famille.
Il disait juste Tati. Elle s'est dit que quelqu'un viendrait bientôt les chercher. Les parents réaliseraient que les enfants n'étaient pas arrivés, retraceraient leurs pas, les trouveraient. Ça arrivait tout le temps avec des livraisons confuses et des adresses mélangées. Alors, elle a attendu. Et attendu. Le soir est tombé. Pas de parents, pas de tuteurs affolés, pas de police frappant à la porte. Juste deux enfants de plus en plus effrayés qui ne comprenaient pas ce qui se passait. Hélène leur a préparé le dîner, a installé sa chambre d'amis, leur a assuré que leur famille les cherchait probablement et les trouverait bientôt. Le vendredi s'est passé de la même manière. Hélène s'attendait toujours à ce que quelqu'un se présente, appelle la police, quelque chose. Elle n'a pas appelé les autorités elle-même car les enfants semblaient bien entretenus, propres, en bonne santé, pas maltraités, juste perdus. Elle n'arrêtait pas de penser que d'une minute à l'autre, leur famille les retrouverait. Le samedi est arrivé et est reparti. 3 jours complets, 72 heures où 2 enfants sont restés dans la maison d'une inconnue pendant que leur père, vraisemblablement, croyait qu'ils étaient dans mon appartement, et moi, je n'avais absolument aucune idée de leur existence dans ma bulle de vacances. Hélène commençait à s'inquiéter sérieusement le samedi soir. Ce n'était plus une simple confusion. Quelque chose n'allait vraiment pas. Elle prévoyait d'appeler la police à la première heure le dimanche matin si personne ne se présentait. Pendant ce temps, à mon appartement, je vivais ma meilleure vie, complètement inconsciente de tout ça. Le jeudi, j'avais lu 3 livres. Le vendredi, j'avais cuisiné des repas élaborés et regardé des films. Le samedi, j'ai fait un grand nettoyage de mon appartement juste parce que j'avais enfin le temps. Le téléphone est resté en silencieux. La vie était paisible. Tout semblait parfait. Thomas et Vanessa étaient apparemment en plein voyage de couple, profitant sans doute de leurs vacances en croyant que je m'occupais de leurs responsabilités parentales. La croisière était partie le jeudi après-midi, le jour même où il avait expédié les enfants par taxi. Ils trinquaient probablement à leur manipulation réussie au bar du navire, convaincus que tout s'était déroulé comme prévu malgré ma résistance initiale. Le samedi soir, vers 19 h, mon téléphone a sonné. Le nom de Thomas. J'avais esquivé ses appels toute la semaine, pensant qu'il tenterait une dernière tentative de culpabilisation pour la garde des enfants. J'ai failli refuser, mais quelque chose m'a poussé à répondre. Peut-être la curiosité de savoir quelle excuse il avait inventée pour justifier que les enfants ne soient jamais arrivés. Peut-être juste l'envie d'avoir la satisfaction de dire non une dernière fois. « Salut », dit-il, bien trop joyeux. Ce ton particulier que les gens utilisent quand ils se sentent suffisants. Je voulais juste prendre des nouvelles et te dire merci d'avoir pris les enfants finalement. J'apprécie vraiment que tu aies assuré pour nous malgré notre désaccord. Chaque cellule de mon corps est devenue glaciale. La température de mon appartement a chuté de 20 degrés. Le sol semblait instable. Cette phrase n'avait aucun sens dans aucune configuration de la réalité que j'habitais. Quoi ? Fut tout ce que je pus articuler. Les enfants. Tu sais, Lily et Léo. Merci de ne pas en avoir fait tout un plat. Je sais qu'on s'est disputé lundi, mais la famille finit toujours par s'entraider. Vanessa et moi avions vraiment besoin de ce temps. Thomas, dis-je très lentement et prudemment, comme si je désamorçais une bombe. De quels enfants parles-tu ? Silence. Un vide total à l'autre bout du fil. Puis une respiration. Une respiration confuse. Le son de quelqu'un dont le cerveau essaie de traiter une information qui ne correspond à rien. Mes enfants, dit-il lentement. Lily et Léo. Ce que je t'ai envoyé à ton appartement jeudi matin. Le monde a basculé. Je n'ai pas tes enfants. Plus de silence, plus long cette fois, plus lourd. Comment ça, tu ne les as pas ? Je veux dire que je ne les ai pas. Ils ne sont pas ici. Ils n'ont jamais été ici. Je ne les ai pas vus depuis Noël. J'ai entendu sa respiration changer. Ce passage de la confusion à la panique montante. Ce n'est pas drôle, Nathalie. Ce n'est pas une blague. Je ne plaisante pas. Je n'ai pas tes enfants. J'ai dit non pour les garder. J'ai été en vacances toute la semaine, seul. Ils ne sont pas ici. Le son qu'il a produit n'était pas tout à fait un cri, mais c'était proche. Je les ai mis dans un taxi jeudi matin. J'ai donné ton adresse au chauffeur. Ils auraient dû être là vers 10 h. Ma vision a commencé à se rétrécir.
Cet effet de tunnel étrange lorsque votre corps réalise que quelque chose de terrible s'est produit. Ils ne sont jamais arrivés. C'est impossible. J'ai payé le chauffeur. Je lui ai donné des instructions explicites. Il a confirmé l'adresse. Ça ne peut pas arriver. Thomas, écoute-moi très attentivement. Je n'ai pas tes enfants. Si tu les as envoyés jeudi matin, ils sont portés disparus depuis 3 jours. C'est là qu'il a commencé à hurler pour de bon. Panique totale. Zéro cohérence. Les mots se bousculant les uns les autres sur le fait que ça ne pouvait pas arriver, que c'était de ma faute de ne pas avoir répondu à ces appels, que j'aurais dû les attendre. J'ai raccroché et j'ai immédiatement commencé à agir. J'ai attrapé mon ordinateur portable, mon chargeur de téléphone, et j'ai sorti tous les contacts que j'avais cultivés au fil des années de travail en freelance. Il ne s'agissait plus de Thomas. Il s'agissait de 2 enfants portés disparus depuis 72 heures parce que leur père pensait que l'expédition d'enfants par taxi était une méthode parentale acceptable. J'ai commencé par l'évidence. J'ai appelé le 17. J'ai signalé la disparition de 2 enfants. J'ai donné leur nom, âge, dernier lieu connu, la maison de Thomas. Dernière destination connue, mon adresse, selon lui. Chronologie estimée. L'opérateur a tout noté, a dit qu'ils enverraient des agents aux 2 adresses. Mais je ne me suis pas arrêté là. J'ai sorti mes contacts et j'ai commencé à passer des appels. Un vieil ami de la fac devenu policier. Je l'ai appelé directement. Une femme que j'avais interviewée une fois pour un article sur la santé qui avait mentionné que son mari travaillait au standard de la police. J'ai appelé son mari. Un gars de ma salle de sport dont le frère faisait partie des équipes de recherche et de sauvetage. Je l'ai appelé aussi. C'est là que des années de courtoisie, de professionnalisme et d'aide sincère ont porté leurs fruits. Je n'étais pas juste une personne lambda signalant une disparition. J'étais quelqu'un dont les gens se souvenaient, quelqu'un qui les avait aidés avec des projets, des articles ou des contacts. Ils m'ont écouté quand j'ai appelé. En 1 heure, j'avais 3 policiers qui travaillaient personnellement sur l'affaire. En 2 heures, ils avaient récupéré les images des caméras de surveillance de jeudi matin, trouvé le taxi qui avait pris 2 enfants à l'adresse de Thomas, l'avait suivi à travers divers carrefours. La plaque d'immatriculation les a menés à la compagnie de taxi. Le chauffeur se souvenait de la course. Il a dit qu'il avait déposé les enfants au 74 avenue Paul Santi comme on le lui avait demandé. Sauf que Thomas lui avait donné la mauvaise adresse. Une simple inversion de chiffres. Un quartier complètement différent. En 3 heures, la police avait localisé la maison. Hélène a ouvert la porte, confuse, tenant Léo sur sa hanche tandis que Lily regardait la télévision en arrière-plan. Les agents m'ont immédiatement appelé pour me tenir au courant. Les enfants allaient bien. Effrayés, confus, mais physiquement indemnes. Hélène avait bien pris soin d'eux, les avait bien nourris, les avait gardés en sécurité. Elle pensait sincèrement que la famille finirait par se manifester. Il ne lui était jamais venu à l'esprit d'appeler les autorités car les enfants semblaient bien traités, juste perdus. J'y suis allé immédiatement. Voir Lily et Léo dans cette maison étrange, l'air si petit et terrifié, a fait craquer quelque chose dans ma poitrine. Ils m'ont vu et se sont tous les demi à pleurer, courant vers moi, parlant l'un par-dessus l'autre sur le fait qu'ils avaient été perdus et effrayés et ne savaient pas où Tati Nat était passée. Je vous ai maintenant, leur ai-je dit. Vous êtes en sécurité. On rentre à la maison. La police voulait des dépositions. Hélène était pleine de regrets. Elle avait bien voulu faire, mais aurait évidemment dû appeler plus tôt. Je les remerciais de les avoir gardés en sécurité. Je le pensais sincèrement. Elle en avait fait plus que leur propre père. Thomas était déjà à mon appartement quand je suis rentré avec les enfants. Il était apparemment venu directement après notre appel. Il martelait ma porte depuis 3 heures. Quand il m'a vu arriver avec Lily et Léo, son visage a eu une expression étrange, entre le soulagement et la rage. Où était-il, a-t-il exigé, comme si c'était moi qui avais tout gâché. Mauvaise adresse. Le chauffeur de taxi les a déposés chez une inconnue jeudi matin. Ils y sont depuis 3 jours. Son visage est devenu blême. Mais je t'ai donné ton adresse. Tu lui as donné la mauvaise adresse, et tu n'as jamais fait de suivi. Jamais appelé pour confirmer qu'ils étaient arrivés. Jamais pris de mes nouvelles. Tu as juste supposé que tout s'était bien passé parce que c'est ce que tu voulais croire. Il a commencé à chercher des excuses.
Il avait été occupé au travail. Le voyage de Vanessa était déjà réservé. Il pensait que j'appellerais s'il y avait un problème. Chacune de ses excuses sonnait creux parce que le calcul de base ne jouait pas en sa faveur. Il avait mis ses enfants dans un taxi et n'avait pas vérifié qu'ils étaient arrivés en toute sécurité. Pendant 3 jours, il a supposé que tout allait bien sans aucune confirmation. Ce n'est pas de la parentalité. C'est espérer très fort que rien ne tourne mal. Tu dois partir, lui ai-je dit. Je garde les enfants ce soir. Demain, nous reparlerons à la police, et tu vas expliquer à l'aide sociale à l'enfance pourquoi tu as expédié tes enfants par taxi chez quelqu'un qui avait explicitement dit non pour les garder. Il a essayé de discuter, disant que je surréagissais, que des erreurs pouvaient arriver. J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré le rapport que j'avais déjà déposé. 2 enfants abandonnés par un parent. Défaut de surveillance. Mise en danger d'enfants. Le visage de Thomas a changé. Il a alors réalisé que cela n'allait pas disparaître avec des excuses. C'était documenté, officiel, permanent. Tu vas vraiment faire ça? A-t-il demandé. Ruiner ma vie pour une erreur. C'est toi qui as fait l'erreur. Je m'assure juste qu'elle soit enregistrée. Il est parti en colère, appelant déjà Vanessa pour lui servir une version de l'histoire qui le ferait paraître moins catastrophique. J'ai nourri les enfants, leur ai donné un bain, et les ai installés dans ma chambre d'amis avec des couvertures et des oreillers. Ils se sont endormis presque immédiatement, épuisés par 3 jours de stress. Assise là, à les regarder dormir, j'ai pris une décision. Ça n'allait pas se terminer par une simple remontrance et un drame familial. Thomas avait prouvé qu'il préférait jouer avec la sécurité de ses enfants plutôt que d'accepter le mot au non. Cela nécessitait des conséquences. Le lundi matin, j'ai contacté directement l'aide sociale à l'enfance, l'ASE, je leur ai donné la chronologie complète, le refus initial, la réaction de Thomas, l'incident du taxi, les 3 jours sans suivi. J'ai fourni les numéros de rapport de police, les témoignages d'Hélène, tout était documenté. L'ASE ne plaisante pas avec les enfants abandonnés. Ils ont ouvert une enquête immédiatement. Thomas et Vanessa ont été interrogés séparément. La réaction de Vanessa a apparemment été spectaculaire car elle n'avait aucune idée de ce qui s'était passé. Il s'est avéré que Thomas lui avait dit que les enfants étaient chez ses parents pour la semaine, lui avait envoyé de vieilles photos de visites précédentes, avait tout mis en scène. Quand elle avait appelé pour leur parler, il avait prétendu qu'il dormait ou était occupé. Elle l'avait cru, pourquoi ne l'aurait-elle pas fait? Découvrir que ses enfants avaient en fait été perdus pendant 3 jours pendant que son mari mentait sur leur emplacement. Ça a brisé quelque chose de fondamental. Elle a déménagé en 1 semaine, a demandé la séparation, et a entamé sa propre procédure pour la garde. Le procès a été brutal. Thomas a essayé de me dépeindre comme une personne vindicative, affirmant que j'avais tout orchestré par dépit qu'on m'ait demandé de garder les enfants. Son avocat a tenté de faire valoir que l'erreur de taxi était une erreur honnête, et que 3 jours, ce n'était pas si long dans le grand schéma des choses. Le juge n'a pas mordu à l'hameçon. 2 enfants de moins de 8 ans envoyés seuls dans un taxi à une adresse que leur père n'a pas vérifiée, sans aucun suivi pendant 72 heures. Ce n'est pas une erreur. C'est de la négligence criminelle. Thomas a perdu la garde. Retrait d'urgence en attendant une évaluation. Lily et Léo ont été placés temporairement en famille d'accueil pendant que les tribunaux déterminaient si Vanessa ou d'autres parents étaient aptes. Thomas n'a obtenu qu'un droit de visite médiatisé, conditionné à la réussite de cours de parentalité et à une évaluation psychologique. Sa réputation a implosé plus vite que je ne pouvais le suivre. La famille élargie a appris toute l'histoire. Pas la version de Thomas sur sa méchante sœur, mais la chronologie réelle et documentée. Sa belle famille l'a complètement rejeté. Les amis communs ont pris leur distance. Son travail a commencé à avoir des conversations sur son jugement et sa fiabilité. Vanessa a obtenu la garde exclusive après 3 mois. Thomas a eu des visites supervisées un week-end sur 2, des obligations de pension alimentaire et un casier judiciaire qui le suivrait pour toujours. Il a perdu son poste de commercial car les entreprises pharmaceutiques n'apprécient pas les employés accusés de mise en danger d'enfants. Il ne pouvait pas louer d'appartement décent car les vérifications d'antécédents le signalaient constamment. Environ 6 mois après que tout a implosé, Thomas a recommencé à appeler. Différents numéros, téléphones empruntés, essayant de contourner mes blocages. Des messages vocaux décousus sur comment j'avais détruit sa vie, comment une seule erreur ne devrait pas tout gâcher,
comment la famille devrait pardonner. Chaque message plus désespéré que le précédent. Il avait perdu son mariage, ses enfants, son travail, sa réputation. Tout s'était effondré au ralenti. Et selon lui, tout était de ma faute pour avoir surréagi et impliqué les autorités. J'ai sauvegardé chaque message, non pas comme moyen de pression, mais juste comme preuve au cas où il tenterait une escalade. Mais je n'ai jamais répondu, jamais expliqué, jamais engagé la conversation. Parce que voilà ce que Thomas n'a jamais compris. Je n'ai pas détruit sa vie. Il a détruit sa propre vie au moment où il a décidé que sa convenance importait plus que la sécurité de ses enfants. Au moment où il a choisi de les expédier comme des colis plutôt que d'accepter un simple non. Tout ce que j'ai fait, c'est m'assurer que les conséquences rattrapent les actions. Ce n'est pas de la vengeance. C'est juste la réalité qu'on laisse fonctionner correctement. La famille s'est divisée en deux camps. Certains parents pensaient que j'étais allé trop loin, que la famille devrait gérer les problèmes en privé. D'autres ont compris que 2 enfants passant 3 jours chez une inconnue dépassaient le cadre du problème privé. Mes parents ont d'abord essayé de jouer les médiateurs, suggérant que nous nous asseyions tous pour arranger les choses. J'ai immédiatement mis fin à cela. Il n'y avait rien à arranger. Thomas avait mis ses enfants en danger par une incompétence et une arrogance spectaculaires. Ce n'était pas un désaccord sur lequel on pouvait faire des compromis. Ma tante a d'abord pris le parti de Thomas, publiant des commentaires vagues sur les réseaux sociaux à propos du pardon et de la loyauté familiale. Je lui ai envoyé le rapport de police et la documentation de l'ASE. Elle a supprimé les publications et n'en a plus jamais parlé. Pendant tout ce temps, j'ai maintenu le contact avec Lily et Léo par les voies appropriées. Je me suis assuré qu'ils savaient que leur tante les aimait toujours, que rien de tout cela n'était de leur faute. Vanessa a été très reconnaissante. Elle a dit que j'étais la seule personne qui avait agi dans le meilleur intérêt des enfants tout au long de ce désastre. Nous sommes restés en bons termes. Elle amène les enfants en visite parfois. Ils vont mieux maintenant, plus stables. Lily ne sursaute plus quand une voiture s'arrête. Léo dort toute la nuit. De petits progrès, mais ils comptent. Thomas a tenté une dernière manipulation environ 1 an après les faits. Il s'est présenté à mon immeuble, n'a pas pu passer la sécurité, alors il a attendu dans le hall jusqu'à ce que j'arrive. Il avait l'air mal en point, avait perdu du poids, ses vêtements flottaient sur lui, des cernes sous les yeux. Il a tenté le coup de l'homme repenti. Il avait appris sa leçon, avait suivi une thérapie, était devenu une meilleure personne. Est-ce que je pourrais, s'il vous plaît, parler aux tribunaux en sa faveur? L'aider à récupérer la garde. Non, ai-je dit, comme la première fois. Nathalie, allez. J'ai tout perdu. Tu ne penses pas que j'ai été assez puni? Tu n'as pas été puni du tout. Tu as juste subi les conséquences naturelles de tes actes. Ce sont 2 choses différentes. Je t'en supplie. Je suis ton frère. Tu as cessé d'être mon frère quand tu as mis tes enfants dans un taxi plutôt que de respecter une limite. Ce n'est pas le sang qui fait la famille, c'est le comportement. Je l'ai laissé planter là. La sécurité l'a raccompagné dehors quand il a essayé de me suivre. Il n'est jamais revenu depuis. Le truc avec l'histoire de Thomas, c'est qu'il n'a jamais vraiment appris la leçon. Même maintenant, des années plus tard, il raconte à qui veut l'entendre que sa sœur vindicative a détruit sa vie à cause d'un simple malentendu. Il est la victime dans sa version. Le père incompris qui a fait une toute petite erreur. Mais la chronologie ne ment pas. 3 jours, 72 heures. C'est le temps qu'il a passé sans confirmer que ses enfants étaient en sécurité. Ce n'est pas une erreur. C'est un choix, fait encore et encore à chaque fois qu'il n'a pas décroché son téléphone. Les gens me demandent parfois si je regrette d'avoir impliqué les autorités, si j'aurais aimé gérer ça en famille pour éviter les retombées. La réponse est toujours la même. Absolument pas. Parce que la famille, ce n'est pas couvrir des comportements dangereux. La vraie famille protège les vulnérables, tient les gens pour responsables et donne la priorité à la sécurité plutôt qu'à la convenance. Thomas voulait que je donne la priorité à sa convenance plutôt qu'à la sécurité de ses enfants. Ce n'est pas de la famille. C'est de la complicité. Je me suis construit une belle vie depuis. Ma carrière est meilleure que jamais. Mes limites sont solides. Mes relations sont plus saines. Lily et Léo s'épanouissent avec leur mère. Thomas est coincé dans un studio, travaillant dans la vente au détail et blâmant tout le monde sauf lui-même. Certains diraient que c'est dur.
J'appelle ça approprié. Il a joué avec la vie de ses enfants parce que dire « je suis désolé, je ne peux pas les garder » était d'une manière ou d'une autre trop difficile à traiter pour lui. Ses enfants ont passé 3 nuits chez une inconnue parce que leur père était trop fier et trop têtu pour accepter un simple non. Ce n'est pas une erreur dont on se remet. Ce n'est pas quelque chose qu'on arrange avec le temps et des excuses. C'est un échec fondamental qui révèle qui est vraiment quelqu'un quand il n'obtient pas ce qu'il veut. Et la partie la plus satisfaisante, c'est que je n'ai rien eu à faire de dramatique. Pas de complot de vengeance ni de sabotage. J'ai juste dit la vérité, tout documenté, et laissé le système fonctionner comme il est censé le faire. Thomas s'est détruit tout seul. J'ai juste refusé de l'aider à nettoyer les dégâts. Aux dernières nouvelles, il essaie de renouer avec Lily et Léo maintenant qu'ils sont plus âgés. Ils ne sont pas intéressés. Lily a 14 ans maintenant, Léo en a 12. Assez grand pour comprendre ce que leur père a fait. Assez grand pour choisir. Ils ont choisi de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui les a abandonnés dans un taxi. On ne peut pas leur en vouloir. Certaines leçons restent gravées à jamais. Et parfois, la vengeance la plus silencieuse est simplement de laisser quelqu'un vivre avec les conséquences de ses propres actions pendant que vous avancez et construisez quelque chose de meilleur. Les enfants vont très bien, au fait. Lily veut devenir avocate. Elle dit qu'elle veut aider les enfants comme elle. Léo est passionné d'informatique, il monte ses propres systèmes à 12 ans. Ils sont intelligents, résilients et entourés de gens qui donnent vraiment la priorité à leur sécurité. Thomas continue de trouver des excuses, et attend que tout le monde lui pardonne quelque chose pour lequel il ne s'est jamais vraiment excusé. Il croit toujours que s'il trouve les bons mots ou attend assez longtemps, tout le monde oubliera ce qu'il a fait. Mais certaines choses ne s'effacent pas. Certains moments définissent les gens de manière permanente. Et le moment où Thomas a choisi ses vacances plutôt que la sécurité de ses enfants, puis a doublé la mise en les expédients par taxi plutôt que d'accepter un non, ça l'a défini pour toujours. Moi, je suis juste la tante qui a dit non et qui le pensait. Qui aimait assez ses enfants pour donner la priorité à leur sécurité plutôt qu'à la paix familiale. Qui a refusé de prétendre que la négligence criminelle n'était qu'un malentendu. Et honnêtement, je n'ai jamais aussi bien dormi.